Bonjour Monsieur le député. Bonjour et bonjour à ceux qui nous regardent. Bonjour Antoine Vermorel-Marquez. Vous êtes un tout jeune élu, j'allais dire au niveau national, mais aussi élu local. On y reviendra plus tard. Moi, je voulais vous poser une simple question pour démarrer. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Et surtout, est-ce que c'était prévu à la base que vous en faisiez votre métier? C'était pas prévu du tout. Mes parents ne sont pas du tout encartés. N'ont jamais été membres d'un parti politique, voilà. J'ai eu cette passion-là qui m'est tombée dessus un peu comme quand on tombe dans la marmite, voilà. Mon premier souvenir politique, c'est 2002, avec le second tour de l'élection présidentielle où Jean-Marie Le Pen se retrouve face à Jacques Chirac. J'avais 9 ans. Ça date un peu. Ça date un peu, ouais. Mais c'est vraiment mon premier souvenir politique. Ça avait été un choc dans la famille. Et puis après, progressivement, je me suis intéressé à la chose publique, lire des articles, écouter les JT du 20h et du 13h, et faire en sorte que les choses évoluent, avancent, de se battre pour son territoire, pour ses concitoyens. C'est ça qui m'a motivé à faire de la politique. Ça veut dire que dans votre entourage, on ne parlait pas politique? C'est pas qu'on n'en parlait pas, mais on en parlait comme dans une famille française, classique. Vous projetiez on n'en parlait pas tous les jours, on n'en parlait pas tous les soirs, on n'avait pas que ça à la bouche. Par contre, au moment des élections présidentielles, des grandes élections, évidemment, mes parents votaient, m'emmenaient avec eux à la mairie, au bureau de vote de Moulins-Cherrier. Et ça a participé aussi à ma sensibilisation, mais ce n'était pas le sujet majeur de la maison. Vous êtes député depuis 1 an à peu près? Oui, un peu plus maintenant. Un peu plus maintenant, ça fait même 1 an et demi, c'était en juin ici, mes souvenirs sont bons. On est presque en 2024. Aujourd'hui, c'est quoi le rôle d'un député? Ce qu'on a du mal à saisir. On se dit que finalement, souvent on entend que le député il est là pour voter les lois. Et puis là, ça fait quelques mois, on entend que des 49.3, donc on se demande un peu quel est son rôle. Et finalement, quel est votre rôle de député de la Loire? Alors le député, il a 2 rôles plus 1. 2 rôles qui sont donnés par la Constitution et 1 qu'il peut assumer s'il en a envie. Le premier, c'est effectivement de voter la loi. Et ça, c'est assez clair pour tout le monde. Et le deuxième, c'est de contrôler le gouvernement et donc faire en sorte que la loi que l'on vote, elle soit appliquée correctement par le gouvernement. Ça, c'est un peu le maillon faible de notre République aujourd'hui. On le voit en ce moment, il y a des alertes à la bombe dans des collèges ou dans des lycées. Il y a une loi qui est très stricte, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Et les poursuites sont toujours longues à être appliquées. Et la loi ensuite en justice n'est pas toujours aussi sévère qu'elle l'est votée à Paris. Et puis le troisième rôle, qui est un rôle optionnel, c'est, en tout cas ma conception du rôle de député, c'est qu'on est avant tout là pour défendre aussi une partie du territoire. On vote pour l'intérêt général, mais on est aussi là pour faire remonter les attentes de notre territoire à Paris. Moi, j'ai 91 communes qui représentent le Rouennais et à chaque fois que je peux être en appui d'un maire, d'un élu ou d'un habitant pour faire en sorte que ça aille mieux chez moi, à ce moment-là, je m'engage encore davantage. Justement, dans cette actualité où on parlait du 49.3, est-ce que vous ne vous sentirez pas un peu frustré dans votre rôle de parlementaire? Ce qui est frustrant, c'est les 49.3 en dehors des textes budgétaires. Moi, je peux tout à fait comprendre que sur les textes budgétaires, comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on a besoin quand même de faire en sorte qu'au 1er janvier, on puisse continuer à payer les fonctionnaires, à faire en sorte que l'hôpital public tourne toujours, que l'école puisse toujours accueillir les enfants. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'adopter un budget par le biais du 49.3, ce qui est triste, au fond, parce que ça remet en cause complètement la procédure parlementaire, mais enfin, ça assure quand même la continuité du service public dans une logique de majorité relative. En revanche, utiliser le 49.3 en dehors de ces textes budgétaires-là, c'est un vrai déni de démocratie, ça pose une vraie question vis-à-vis du message qui a été envoyé par les Français il y a 1 an et demi, de dire au président de la République, vous avez été réélu, mais on souhaite que vous n'ayez pas une majorité absolue pour que vous soyez obligé de co-construire ou de discuter avec les oppositions. Et ça, le 49.3 met une limite à ça. Du coup, on va peut-être faire une petite parenthèse. Il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Est-ce que vous avez une solution? Moi, la mienne, elle est toute simple, c'est de rendre le vote obligatoire. Mais c'est peut-être pas la vôtre. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Moi, je pense que d'abord et avant tout, c'est la question de la confiance. Et comment les citoyens français ont confiance dans leurs institutions. Une des clés, je pense, c'est la proximité. Et c'est ce que j'essaye de m'attacher à faire. C'est comment on fait en sorte que, malgré nos agendas très chargés, on reste proche des gens. Moi, je dis que mon slogan pendant la campagne, c'était « actif et proche de vous ». J'essaye d'être actif pour obtenir des résultats, sans oublier d'où je viens, qui je suis. Et parce que souvent, ça fait rire, mais moi, j'habite à Renaison, ma famille est à Renaison, je fais mes courses à Renaison, je fais mes courses en Rouennais. Enfin, je sais pas parce que je suis député que je passe ma vie à Paris, dans les ordres de la République, à manger dans les banquets. C'est pas ça ma volonté et ma façon de vivre. Et en fait, je suis un citoyen comme les autres, qu'on a honoré au moment d'une élection pour les représenter. Et je me sens pas supérieur aux autres. Et c'est cette proximité-là, je pense,
qui est importante pour redonner confiance aux gens. J'avais justement cette question en tête, c'est la semaine vous êtes parisien et le week-end vous redevenez provincial ou alors c'est toujours la même personne qui réagit différemment suivant les lieux? C'est toujours la même personne. Bien sûr que ce n'est pas les mêmes milieux, que ce n'est pas les mêmes endroits et qu'il faut savoir être suffisamment perméable pour pouvoir être adapté partout. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'ai un habitant de Roanne qui m'interpelle et que le mardi, j'en parle au ministre. Là, je sens mon utilité. Et quand on arrive à débloquer des dossiers locaux, comme ça, individuels, grâce à une intervention politique, ça rend aussi une forme de confiance dans les institutions de dire s'il se bouge, il peut obtenir des résultats. Justement, toujours dans la transition, quand les gens vous parlent de leurs problèmes, que vous en parlez le mardi à Paris, est-ce que vous avez la sensation que vous avez un poids et que vous faites changer les choses? C'est un long combat, et parce qu'on est dans un système démocratique. On serait dans un système dictatorial et je serais le dictateur, ce serait beaucoup plus rapide d'obtenir des résultats. Mais heureusement, je ne le suis pas. Et je suis qu'un député parmi 577. Et ça, il faut aussi que les gens le comprennent. C'est-à-dire que quand je reçois les gens dans ma permanence mobile, derrière moi, il y a le poster de l'hémicycle. Et parfois, sur des sujets de sécurité, d'assistanat ou d'autres sujets qui sont un peu de fraude sociale, de fraude fiscale, je livre ma version des choses et on me dit « mais pourquoi ça ne bouge pas alors? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ?» Et je me retourne et je dis « regardez, derrière moi, il y a 577 députés. Et vous avez peut-être fait un choix qui correspond à vos convictions en votant pour moi parce qu'on partage ces convictions-là, mais il y en a autant, notamment sur mon aile gauche, qui eux, au contraire, ne portent pas ces convictions-là. Et tant qu'on n'aura pas une majorité à l'Assemblée nationale pour le porter, ça sera plus difficile. » Justement, là aussi, au niveau du positionnement, LR, vous êtes un républicain, parti LR, donc comment on vous situe? On a l'impression que vous n'êtes pas dans la majorité, mais de temps en temps vous y êtes. Vous êtes souvent d'accord, mais vous votez contre. Là aussi, ça fait beaucoup de choses qui font que les gens ne savent plus trop comment s'orienter aujourd'hui au niveau politique. Avant, c'était simple, gauche-droite. Aujourd'hui, on ne sait plus où se positionner. Mais c'est le résultat des élections d'il y a 1 an et demi. Les Français ont décidé de ne pas donner une majorité au président de la République. Moi, je redis que les Français n'ont pas été votés déjà. Non, mais certes. C'est déjà un gros message. Mais pour ceux qui ont voté, ils ont décidé de ne pas donner une majorité au président de la République. Donc à partir de ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit le pays est bloqué pendant 5 ans, et rien ne se passe, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et on fait des 49.3 sur les textes budgétaires. Soit on trouve des majorités par projet après projet. Et moi, j'ai aucune difficulté à dire que même si je ne suis pas du parti politique du président de la République et que j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, qu'il y a des textes, s'ils vont dans le bon sens, je les voterai. Je pense que cette politique de dire, un peu comme la gauche et la droite avant, celle que j'ai connue quand j'étais enfant, quand c'est la gauche au pouvoir, la droite s'oppose, et quand c'est l'inverse, la gauche s'oppose, et puis quand la gauche revient, elle redéfait ce que la droite a fait, etc. Tout ça, c'est un peu terminé. Alors par contre, le problème, c'est que ça crée de la complexité. Et c'est vrai qu'il faut s'intéresser au débat davantage, regarder ce qui se passe, voir pourquoi sur tel sujet, il y a un vote pour, sur tel sujet, il y a un vote contre. Et c'est ça aussi qui fait la démocratie. Alors après, on le redécouvre en France parce qu'on a toujours eu un phénomène majoritaire, mais en Allemagne, c'est très courant d'avoir des systèmes de coalition. Oui, mais en Allemagne, c'est plus les régions qui sont mises en avant, il me semble. Il y a les Länder qui sont des grosses régions, mais au Bundestag, il y a quand même, comme il y a la proportionnelle intégrale, il n'y a que des coalitions. Un parti n'a jamais seul la majorité absolue. On parle beaucoup de démocratie et finalement, les bruits de couloir, de ce que j'ai entendu, je dis mais si finalement cette majorité elle n'est pas là, il faudrait dissoudre et revoter. Et on me dit oh là là, malheureux, si on vote, ça va être pire. Après, moi, sur la dissolution, déjà, c'est au choix du président de la République de le faire et de décider. Moi, j'ai jamais peur, j'ai pas peur des élections et j'ai pas peur du résultat des élections. Non, mais je parle pas de vous en tant que tel, je parle de la majorité relative aujourd'hui qui risque de perdre encore des éléments. Aujourd'hui, je pense que oui. Vous êtes également dans un cabinet fantôme, je ne sais pas si on peut appeler ça, une sorte de gouvernement bis. Je ne sais pas à quoi ça sert finalement, si c'est juste de la communication. Et vous êtes en charge de l'écologie. Ça vous vient d'où? C'est aussi c'est dans vos origines, je pense, ce côté écologiste, ce côté terre. Déjà, mon père est agriculteur, donc j'ai vécu dans la ruralité. Je ne suis pas un écologiste de bureau, je suis plutôt un homme amoureux de la nature et de ce qu'elle a pu me procurer en termes de bien-être, d'apaisement, de relation aussi aux vivants, de respect des uns et des autres. Et c'est pour cette raison-là que je souhaite qu'on préserve ce qu'on a. Valéry Giscard d'Estaing disait « l'écologie, c'est préserver ce qui ne peut pas être reconstruit ». Et je trouve ça très beau et une très belle formule pour transmettre aux générations futures ce qu'on a hérité et qui est un héritage exceptionnel en termes d'environnement. Est-ce que l'économie et l'écologie, ça peut marcher main dans la main ou c'est deux pôles qui s'affrontent? On n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de faire en sorte que ça fonctionne main dans la main.
si vous voulez décarboner, faire en sorte qu'on pollue moins, il faut relocaliser les activités. Et oui, par exemple, si vous dites demain, on va relocaliser les usines de Doliprane, plutôt que de les faire en Chine, vous allez polluer davantage en France, mais dans l'empreinte globale, comme vous enlevez le transport et en plus des normes sanitaires et écologiques qui sont vraiment défavorables en Chine, vous allez largement améliorer l'empreinte globale. Et donc on n'a pas d'autre choix si on veut dépolluer, de faire en sorte de réindustrialiser notre pays et donc de faire en sorte de redévelopper notre économie. Donc c'est la base de la politique, c'est d'expliquer aux citoyens. Quand on explique bien, généralement on comprend et on se positionne avec plus de modération, je dirais. Ouais, même et si puis, on est un peu après, ce n'est extrémiste. pas un mouvement de haut en bas. Moi, je pense que je l'ai dit aussi pendant ma campagne et je le pense vraiment. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je n'ai pas le sentiment de tout savoir sur tout, d'avoir une conviction certaine sur tout. Et j'ai aussi besoin qu'on m'explique. Et c'est aussi pour ça que je multiplie les auditions, les visites de terrain, les rencontres avec les habitants pour écouter ce qu'on me dit. Après, je fais ma propre opinion, mais j'ai besoin de cette explication-là. Et je pense que c'est sain dans une démocratie qu'on ait un débat apaisé sur des sujets différents. Et votre rôle alors dans ce cabinet fantôme? Mon rôle, c'est de à la fois animer tous les élus qui sont en charge de l'environnement au sein du parti et faire en sorte qu'en 2027, on ait un projet crédible à proposer aux Français. Ce qui veut dire qu'on n'en a pas aujourd'hui. Et vous avez déjà en tête un candidat qui se dégage, qui représenterait toutes ces idées? On a l'impression que, c'est pas péjoratif, mais à droite, quand on voit les scores, on a l'impression que n'importe qui testé n'arrive pas à porter le projet, quoi. Vous savez, chez moi, on disait qu'on choisit la charrue avant de choisir le bœuf. Et on ne met pas la charrue avant les bœufs. On met pas la charrue avant les bœufs, exactement. À Saint-Étienne, on dit pareil. Voilà, et je pense qu'il est bon qu'on ait un projet crédible, une équipe crédible, et qu'ensuite, on désigne notre candidat à l'élection présidentielle. L'homme présidentiel, il n'existe pas, le messie politique, il n'existe pas. Par contre, les mauvaises idées, elles existent, et l'absence de travail de fond, il est aussi très présent. Et moi, je pense qu'intellectuellement, on a besoin de penser les choses avant de les porter. Oui, mais dans une élection, il y a toujours un homme ou une femme qui porte ce projet. Évidemment. Et quand il a du charisme, qui porte ce projet. Qui porte ce projet. Et il est où le projet aujourd'hui? Il est peut-être en train de s'écrire. Il est en train de s'écrire. Et quand il porte ce projet, il y a un charisme qui entraîne le reste, quoi. Oui, mais ce charisme, vous savez, Victor Hugo disait la communication, c'est le fond qui remonte à la surface. Si vous n'avez pas de fond, vous n'avez rien qui remonte à la surface. Et vous pouvez gratter le vernis, et derrière le vernis, tout est vide. Et donc, ce qui compte, c'est qu'on ait du fond et un projet. Et donc, les idées d'abord et l'homme ensuite. À l'heure des réseaux où il y a 10 infos qui arrivent par jour, il faut une ligne, quoi. Ah, il faut une ligne, il faut des idées. On va revenir dans la Loire. On va parler maintenant de ce qui est le département et de votre rôle également. Vous êtes président de Loire Tourisme. Oui. Et moi, je me rends compte avec le temps, moi je suis né à Saint-Étienne, je suis un pur habitant de la Loire. Et dès qu'on sort, j'ai envie de vous dire, de Saint-Étienne, dès qu'on passe Rive de Gier presque, dès qu'on parle aux gens, qu'on leur dit Saint-Étienne et Loire, waouh, ils ne savent pas le situer. Alors Loire, on a tout le temps la même réponse, les châteaux et Nantes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Français situent la Loire vraiment, ce département qui, paraît-il, a un désavantage, c'est de porter le nom d'un fleuve? Il y a d'autres départements qui portent des noms de fleuves, hein. Le Rhône. Ils sont peut-être plus nombreux, c'est pour ça qu'on Et pour autant, les gens savent le situer. Non, je pense qu'il faut déjà, que les Ligériens soient fiers de leur territoire et le portent. Je pense qu'ils le sont. Oui, mais qu'ils le portent et qu'ils ne fassent pas de fausse modestie. Parce qu'on a un département qui a une grande force, c'est son humilité. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on puisse aussi montrer les muscles de temps en temps et montrer nos forces. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on engage, ce qu'on a fait avec Loire Tourisme, des campagnes de communication nationale pour faire connaître notre département. Mais tout ça va quand même dans le bon sens. La sortie du guide du routard, la campagne de communication dans le métro l'année dernière à Paris, les chiffres du tourisme qui se consolident malgré le fait que le Covid ne soit plus là et que les gens qui étaient venus chez nous, on arrive à les conserver parce qu'il y a le bouche à oreille et parce qu'il y a un bon accueil chez nous. Je pense que quand on est venu ici une première fois, on a envie d'y revenir. Et c'est très intéressant aussi en tant que député que de rencontrer le colonel de gendarmerie, des gens qui sont nommés, qui ne sont pas de notre territoire. Ils n'ont pas toujours un a priori négatif ou positif sur notre territoire. Ils ne le connaissent pas en fait, comme de nombreux Français. Et une fois qu'ils le découvrent, ils y reviennent. Et souvent ils y restent. Et souvent ils y restent. Et donc notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'ils le découvrent davantage. Qu'est-ce que les gens ou les touristes, je ne sais pas quel mot employer, viennent chercher dans la Loire justement? Le calme, le vin, les paysages? Alors nous, on a 4 forces sur lesquelles on fonde le tourisme dans la Loire. La première, c'est la gastronomie. Oui. La deuxième, c'est le patrimoine avec nos villages de caractère. La troisième, c'est ce qu'on appelle la pleine nature, donc les sports de pleine nature, notre patrimoine naturel en quelque sorte. Et la quatrième, c'est l'aspect culturel avec notamment Saint-Étienne qui porte tout ça, quoi. Voilà. Et donc c'est ces 4 forces-là que les gens viennent chercher. On n'a pas le Puy du Fou, on n'a pas la Tour Eiffel. Et d'une certaine manière, tant mieux, parce que vous savez, si on avait la Tour Eiffel, je ne sais pas moi, à Charlieu,
Les gens viendraient à Charlieu et n'iraient pas voir les autres communes de la Loire. Charlieu, vous me tendez une perche, c'est l'andouille, non? Ah, exactement, c'est l'andouille de Charlieu, mais on a des choses magnifiques à Charlieu. Et on a des pépites partout sur notre territoire. Et c'est pour ça qu'il faut que ces pépites, on les construise ensemble pour faire en sorte qu'on ait un tourisme global dans notre département et pas des gens qui viennent pour un spot et ensuite qui repartent. Justement, en parlant de politique et de tourisme, on va les mettre ensemble. On a l'impression qu'entre Roanne et Saint-Étienne, il y a une barrière virtuelle. Là, j'ai encore eu des gens qui m'ont dit récemment que les gens de Roanne étaient en train de prendre le pouvoir au conseil départemental, que l'avenir, c'était la Roanne qui allait reprendre la main. Alors, on ne parlera pas de la cuisine interne, mais comment ça se passe aussi pour effacer cette barrière virtuelle? Quand on est de Roanne, j'ai l'impression qu'on se tourne plus sur Lyon, et Saint-Étienne, on se tourne peut-être plus sur le Puy. Et entre les deux, j'ai l'impression qu'il y a un fossé. Comment on fait pour se réunir et puis pour faire vivre ce département? Déjà, ce n'est pas qu'une barrière virtuelle, c'est une barrière historique. Moi, je parlais de virtuel dans le cerveau. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est une barrière historique et elle s'explique en fait. Et moi, je pense que c'est parce qu'elle s'explique que si chacun est fier de ses racines, ensuite on fait un projet ensemble. On est unis dans la diversité de notre département. Moi, je regrette que des gens disent que Roanne est en train de prendre le pouvoir ou je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens. Au contraire, on est dans un département où on n'est pas en concurrence. On pourrait avoir deux grandes villes qui soient en concurrence l'une contre l'autre et qui tous les matins se tapent l'une et l'autre. Alors que là, on a des secteurs de rayonnement qui sont différents. Et donc, ce qui compte, c'est qu'on soit unis dans notre diversité, qu'on soit fiers de notre territoire, fiers de nos racines, de notre diversité et qu'on travaille ensemble au profit du département de la Loire. Mais de toute façon, ma conviction profonde, c'est qu'en tout cas en matière touristique, il n'y a pas de sous-préfecture ou de préfecture qui tire son épingle du jeu seul. C'est parce qu'on est ensemble, qu'on est unis, qu'on y arrivera. Si on communique chacun séparément, on n'aura aucun impact. Vous ne partez pas dans une sous-préfecture d'arrondissement, vous partez en Ardèche, vous partez dans le Rhône, vous partez dans l'Ain, vous partez dans le Jura, vous partez dans le Cantal, vous ne partez pas dans une sous-préfecture d'arrondissement. Et donc c'est notre rôle que de faire en sorte de travailler autour de cette image du département de la Loire. Vous qui êtes justement à Paris, ça se passe comment votre temps d'ailleurs justement? C'est réparti 3 jours à Roanne, 4 jours à Paris? Minimum mardi, mercredi à Paris. Ça peut se prolonger en fonction des débats. Et puis le reste du temps chez moi, à Roanne ou dans la Loire, donc comme ici au département de la Loire. Quand on est à Paris, justement, comment on le vend, ce département? Qu'est-ce que les gens qui ne connaissent pas la Loire, vous leur racontez comme histoire? L'histoire des gens d'ici. Ouais. Je pensais un peu la même dans tous les territoires, l'histoire des gens. Non, c'est pas la même dans tous les territoires. On n'a pas tous la même façon de vivre. On n'a pas tous les mêmes façons de vivre. Ici, on a des gens qui sont profondément enracinés chez eux et qui sont sincèrement humbles et modestes. Vous avez des territoires où vous avez un gros turnover et que ça change, etc. Vous n'avez pas de... Finalement, les hommes et les femmes qui l'habitent n'ont pas d'histoire, ou parfois ont une histoire qui vient d'ailleurs. Et dans le même temps, vous avez des départements où les gens sont enracinés, mais sont tellement fiers d'eux-mêmes, tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne savent plus être dans l'hospitalité. Et donc vous avez ça, et puis on a surtout nos paysages en fait, qui sont extraordinaires. Cette Loire, ce fleuve-là, qui est la Loire en relief, contrairement à la Loire plate ensuite qui s'écoule, c'est toute notre histoire, c'est notre caractère aussi. On a notre gastronomie, nos producteurs, nos restaurants. Enfin, moi, j'ai ça en moi, je le porte, et c'est ça qui me fait vivre tous les matins. Donc c'est ça que je leur dis quand ils doivent venir chez nous. On a parlé en début d'entretien du rôle de député. Là aussi, au conseil départemental, quel est votre rôle exactement? On a toujours du mal à faire la part, et j'en profite aussi pour faire une petite aparté. Est-ce qu'aujourd'hui, le département, ça sert encore à quelque chose avec toutes ces métropoles qui sont nées? Bien sûr que le département, il sert à quelque chose. Vous savez, ces dernières années, il y a 2 collectivités qui ont vu leurs compétences réduites ou qu'on a un peu remises en cause. La première, c'est la commune, et la deuxième, c'est le département. Au profit de qui? De l'intercommunalité et de la région. Et pour autant, la démocratie locale, historiquement en France, dans notre République, elle repose sur le maire et le département. Et donc on a un enjeu majeur de faire en sorte que ces 2 collectivités-là soient non seulement consolidées, mais en plus, je pense, pourraient avoir plus de compétences. Vous savez, pendant la période du Covid, on s'est bien rendu compte du rôle majeur du préfet et de l'échelle départementale. Parce que l'échelle régionale, elle est adaptée pour des grands projets, pour une vision économique, mais elle est parfois un peu trop lointaine de petites communes rurales. On peut faire la différence entre région et département, mais département et toutes ces métropoles, est-ce qu'il y a doublon ou alors c'est des compétences différentes? Il n'y a pas doublon, c'est des compétences qui sont différentes. Et qui ont été transférées, donc? Et puis en plus, on a un enjeu majeur, c'est que les métropoles ne peuvent pas vivre sans la ruralité. Et l'échelon d'équilibre entre la métropole et les zones rurales, c'est le département. Sinon, ça veut dire qu'on oppose demain les espaces urbains ultra-métropolisés et les espaces ruraux ultra-ruralisés. Et moi, ça, je pense que ce n'est pas une bonne vision de la République qui est une et indivisible. Ça veut dire que le département s'occupe plus de ruralité alors? Non, ça veut dire que le département assure la péréquation, c'est-à-dire la solidarité entre les espaces urbains et les espaces ruraux.
Et c'est le sens notamment ici des aides qu'on met en place au profit des communes, l'enveloppe solidarité, qui porte très bien son nom, l'enveloppe territorialisée, c'est-à-dire que par territoire elle aide à la solidarité, et les autres enveloppes qui sont aux mains des conseillers départementaux, comme l'enveloppe voirie ou le soutien aux associations locales. Pour conclure, Antoine Vermorel Marquès, c'est quoi votre avenir? C'est un avenir dans la politique encore longtemps ou alors vous avez d'autres envies, d'autres projets? J'ai l'habitude de dire que j'ai pas d'objectif déterminé, mais pas de limite non plus. Aujourd'hui, je suis passionné par ce que je fais. J'aime cette action-là au service des gens. L'avantage de la politique, c'est que c'est pas vous qui décidez de votre carrière, c'est les électeurs. Et puis si demain je devrais faire autre chose, je pense que ma manière de servir peut être totalement compatible avec d'autres fonctionnements associatifs, humanitaires, dans des ONG, dans le service de l'État. Et j'ai 30 ans, donc j'ai du mal à faire des plans sur la comète sur qui je serai demain. Avec tous ces mandats, est-ce que vous avez le temps d'avoir encore une vie privée? J'ai une femme et 2 enfants et j'essaie de faire de mon mieux dans mon rôle de père pour passer du temps en famille. Et c'est aussi fondamentalement important pour être équilibré dans sa tête et ressourcé le lundi matin quand vous partez. Monsieur le député, le devoir vous appelle, si j'ai bien compris, donc on va vous laisser travailler. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Et puis au plaisir de vous rencontrer tout au long de ce mandat. Oui, et peut-être des prochains. Puis si les personnes qui nous regardent ont besoin de me contacter, qu'elles n'hésitent pas par les réseaux sociaux ou n'importe, je serai toujours à leur écoute. Nous, on ira vous voir peut-être du côté de Renaison, on ira peut-être assister à un spectacle au Cabaret Élégance. Vous serez les bienvenus chez Frédéric Arnaud, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.